Ces dernières années, nous avons eu la chance d'assister à la résolution de certains des mystères non résolus les plus odieux au monde. De l'arrestation du tueur du Golden State à celle de Paul Flores, qui était responsable du meurtre de Kristen Smart en 1996. Cependant, certaines des affaires les plus déroutantes du siècle dernier restent encore désespérément non résolues. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui alors que nous examinons deux affaires non résolues parmi les plus célèbres. Sharon Galagos, précédemment nommée Petite Demoiselle Inconnue. Le 31 juillet 1960, le corps d'une jeune fille a été découvert dans le lit asséché de Sandwash Creek sur Old Alamo Road à Congress en Arizona par un instituteur qui ramassait des pierres pour des nécessaires pour décorer son jardin. La fillette portait un short rouge, un chemisier bleu boutonné et elle avait aux pieds des sandales qui étaient à l'origine de taille adulte et avaient été découpées pour lui aller. Ses ongles de pieds et de mains avaient été peints en rouge. Les enquêteurs ont retrouvé peu de preuves sur les lieux. Ils ont émis l'hypothèse de deux autres tentatives pour creuser une tombe pour l'enfant avec des traces de perturbations dans le sol près de l'endroit où elle a été retrouvée. De plus, des traces de pneus indiquaient que l'auteur des faits était sorti de la route 93 à environ un demi-mile à l'ouest de l'endroit où elle a été retrouvée, puis avait fait demi-tour avec le véhicule et était reparti après avoir abandonné le corps. D'autres éléments notables retrouvés comprenaient une série d'empreintes de pas d'adultes et possiblement celle d'un enfant portant des sandales, ce qui indiquait que la petite fille avait marché avec son meurtrier jusqu'au lieu d'inhumation. Bien qu'un couteau ensanglanté et rouillé ait été retrouvé sur les lieux, il n'a jamais été formellement relié à l'affaire. La fillette était décrite comme étant blanche, âgée de 5 à 7 ans et mesurant entre 1,6 m et 1,35 m. Elle pesait probablement entre 23 et 27 kilos et était décédée depuis environ 2 semaines avant d'être retrouvée. Bien que ses cheveux étaient bruns, il y avait des indices qu'ils avaient été teints ou colorés en auburn. De plus, ses dents étaient en très bon état. Malgré le classement rapide de l'affaire en homicide, la cause du décès n'a pu être établie. Il n'y avait aucune preuve de blessure par perforation ni de fractures osseuses, mais son corps était carbonisé après avoir été incendié vers le moment de sa mort. Au cours des semaines suivantes, les enquêteurs ont cherché des réponses. Les autorités ont interrogé les délinquants sexuels locaux et passé au crible les dossiers des enfants disparus dans les États voisins. Il y a eu des spéculations selon lesquelles la fillette appartenait à une famille de gens de passage en raison du témoignage d'un témoin oculaire datant du 27 juillet, soit quelques jours avant la découverte de son corps. Et une famille de gens de passage a ensuite été interrogée, mais elle a finalement été écartée de l'enquête. En août, moins d'une semaine plus tard, les autorités ont commencé à supposer que le corps était celui de Sharon Galagos, une fillette de 4 ans disparue à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, le 21 juillet 1960. Bien que les vêtements qu'elle portait ne correspondaient pas à ceux dans lesquels Jane Doe a été retrouvée, les enquêteurs ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas exclure Sharon, car il est facile de changer de vêtements. Cependant, ils ont ensuite déclaré qu'ils ne pensaient non pas qu'il s'agissait de l'enfant non identifié en raison des différences entre l'âge estimé de Jane Doe et celui de Sharon. En mars 1961, les autorités ont examiné la possibilité que le corps découvert soit celui de Deborah Jane Dudley, une fillette de 4 ans disparue en Virginie. La sœur aînée de Deborah, Caroline, âgée de 7 ans, a été retrouvée morte et enveloppée dans une couverture le 9 février 1961 après avoir succombé à de graves mauvais traitements et à la négligence de la part de ses parents. Les restes de Deborah ont été retrouvés dans le sud de la Virginie et leurs parents ont été inculpés de meurtre. L'affaire de la petite fille inconnue est finalement tombée dans l'oubli, faute de nouvelles pistes et de preuves permettant d'obtenir d'autres informations. Pendant qu'elle n'était pas identifiée, on l'a surnommée « Petite Mademoiselle Personne ». Ce n'est qu'en 2018 que l'affaire a commencé à susciter un regain d'intérêt lorsque les enquêteurs ont fait exhumer le corps de la petite fille afin de prélever un échantillon d'acide désoxyribonucléique. Cet événement a été financé par le Centre national pour les enfants disparus et exploités. L'échantillon a été prélevé avec succès et un nouvel examen médico-légal a été effectué sur les restes, ce qui a révélé que Petite Demoiselle Inconnue n'avait pas entre 5 et 7 ans.
Elle avait plus probablement entre 3 et 6 ans et sa taille était estimée à environ 1,6 m. Le Centre d'identification humaine de l'Université du Nord du Texas a ensuite réalisé une reconstitution faciale de ce à quoi elle aurait pu ressembler de son vivant, bien que cela n'ait mené à aucun progrès dans l'affaire. Ce n'est qu'en 2022, lorsque des tests de généalogie ont été utilisés, que Petite Miss Person a finalement reçu son vrai nom. Le 15 mars, il a été officiellement annoncé qu'il s'agissait bien de Sharon Galagos, une fillette de 4 ans portée disparue. Son corps a été réinhumé près de sa mère et grand-mère après une brève cérémonie organisée par les membres de sa famille encore en vie. Au moment de sa disparition, Sharon vivait à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, avec sa mère, ses 2 frères et sœurs aînés, sa grand-mère et 6 autres membres de la famille, dont 4 étaient également des enfants. Elle n'avait aucun contact avec son père biologique, qui avait quitté sa mère lorsque Sharon n'était qu'un bébé. Selon la famille, la vie était difficile en raison de contraintes financières, mais ils formaient un groupe uni. Les proches se souvenèrent de Sharon comme d'une personne fougueuse et insouciante. Elle adorait jouer dehors avec ses frères et sœurs ainsi qu'avec les autres enfants du quartier, et elle aimait qu'on lui confie de petites courses. Le 21 juillet 1960 vers 15 h, Sharon a été enlevée alors qu'elle jouait dans une ruelle derrière sa maison avec ses 2 cousins. Un couple a tenté d'enlever une fillette de 4 ans en lui offrant des bonbons et des vêtements pour qu'elle monte dans leur voiture. Sharon cependant a refusé. Elle a finalement été traînée de force dans le véhicule qui a été décrit comme une vieille voiture verte sale et qui serait une Dodge ou Plymouth berline, modèle 1951 ou 1952 de couleur vert foncé. Selon les témoins, une femme d'une trentaine d'années, petite et corpulente, a forcé Sharon à monter dans la voiture. Elle avait les cheveux blonds sales et des lunettes. L'homme dans le véhicule a été décrit comme mince, avec un teint clair, un long nez et des cheveux raides couleur sable. Sharon fut traînée à l'intérieur, puis la voiture démarra en trombe. Elle a été aperçue pour la dernière fois tournant sur la 5e rue. Les cousins de Sharon ont prévenu sa mère, qui a contacté la police. En moins d'1 heure, les autorités avaient installé des barrages routiers à la frontière Texas-Nouveau-Mexique, arrêtant les véhicules correspondant à la description des témoins. Pourtant, les auteurs n'ont jamais été appréhendés. Les enquêteurs ont déclaré que le couple qui avait enlevé Sharon l'avait probablement surveillée pendant des semaines avant sa disparition. Le 17 juillet, quelques jours seulement avant sa disparition, un couple a été aperçu dans une berline vert foncé peu de temps après que la famille Galagos ait assisté à un service religieux. Le couple avait déjà 2 enfants à l'arrière de la voiture, un garçon et une fille. Plusieurs témoins se rappelèrent plus tard que la femme avait beaucoup questionné les personnes présentes à la cérémonie religieuse sur Sharon et sa mère. Selon la mère de Sharon, dans les jours précédant sa disparition, cette dernière était devenue plus craintive et méfiante. Elle ne voulait souvent plus faire les courses que sa mère lui demandait, comme aller à l'épicerie, des choses qu'elle faisait autrefois avec plaisir et sans crainte. Elle était aussi manifestement troublée à chaque fois qu'elle apercevait la berline vert foncé, demandant souvent à sa famille de la porter pour passer devant. 2 jours avant que Sharon ne soit enlevée, une femme ressemblant à celle qui l'a forcée à monter dans la berline a été vue en train de frapper à la porte d'un voisin. D'après les informations qu'elle aurait demandées au voisin, elle cherchait à obtenir l'adresse de Sharon et de sa mère. Elle a également demandé combien d'enfants ils avaient et quel était l'état de leur situation financière actuelle. La femme a affirmé qu'elle posait ces questions parce qu'elle cherchait à proposer un emploi à la famille. Les enquêteurs savaient qu'après l'enlèvement, les auteurs ne cherchaient probablement pas à obtenir une rançon. Vu la situation financière des Galagos et l'ensemble des informations, il semblait plus probable que Sharon avait été spécifiquement visée. Mais le motif de sa prise pour cible demeure inconnu. Malgré la tension médiatique massive autour de l'affaire, aucun suspect n'a encore été annoncé et l'enquête sur sa mort est toujours en cours. Si vous avez des informations concernant l'affaire de Sharon, vous pouvez contacter le département de police d'Alamogordo au 57 429 4300. Anne-Marie Beurre. Vers 8 h du soir, le 30 août 1961, Anne-Marie Beurre, âgée de 8 ans, et ses 3 frères et sœurs plus jeunes sont allés se coucher. Les 4 enfants, Anne-Marie, 3 ans, Julie, 7 ans et Grégoire, 5 ans, vivaient avec leurs parents à Tacoma, Washington. Les filles partageaient une chambre, les garçons une autre. À un moment donné, au milieu de la nuit, Anne-Marie a réveillé ses parents pour les prévenir que Marie pleurait. La petite fille portait un plâtre jusqu'à la guérison de son bras récemment cassé. Beverly, leur mère, a réconforté Marie puis leur a dit d'aller se coucher.
Aux petites heures du matin, le chien de la famille s'est mis à aboyer, bien qu'on ne sache pas si cela a un rapport avec l'affaire. Beverly s'est réveillée vers 5h30 du matin au son des pleurs de Marie. Elle est entrée dans la chambre de la fillette pour découvrir qu'Anne-Marie n'était plus là. Beverly se souvenait avoir fermé à clé cette nuit-là, comme d'habitude, ayant verrouillé la porte d'entrée. Mais maintenant, la porte d'entrée était légèrement entr'ouverte et la fenêtre du salon avait été poussée. Un fil rouge a été découvert coincé dans le cadre, tandis qu'un banc de jardin qui se trouvait auparavant derrière la maison avait été déplacé sous la fenêtre, permettant à quelqu'un de descendre indemne. On pouvait voir une empreinte de pas à l'extérieur de la fenêtre et, bien qu'elle ait été un peu déformée par la pluie de la nuit précédente, les autorités ont ensuite conclu qu'il s'agissait probablement d'une chaussure Keds, taille 36 ou 37, appartenant sans doute à un homme de petite taille ou à un adolescent. Une empreinte similaire était visible près de la fenêtre du sous-sol à l'arrière de la maison. Une empreinte partielle de paume a ensuite été relevée sur le banc et une petite quantité de preuves biologiques a été laissée au point d'entrée. On pensait qu'elle provenait de l'auteur des faits. Il n'y avait aucun signe de lutte dans la chambre d'Anne-Marie ni dans le reste de la maison. Les frères et sœurs dormant au sous-sol n'avaient pas été dérangés dans la nuit. Beverly et son mari se souvenaient en avoir entendu le chien aboyer, mais ils avaient cru que c'était à cause du mauvais temps. Les parents ont signalé la disparition d'Anne-Marie et les autorités sont rapidement arrivées pour enquêter. Après avoir examiné les empreintes de pas, ils ont inspecté la chambre de la fillette de 8 ans. Sa mère a remarqué que rien ne manquait, suggérant qu'elle n'était pas partie volontairement. Au moment de sa disparition, elle portait une chemise de nuit bleue, un collier avec une médaille de la Vierge à l'enfant, ainsi qu'un bracelet d'identité. Les recherches biologères pour Anne-Marie ont mobilisé 100 soldats, stationnés à Fort Lewis, 50 membres de la garde nationale ainsi que la police locale et des bénévoles. À 11h du soir, ce même jour, plus de 75 pâtés de maisons autour de la résidence Burr avaient été fouillés, mais aucune preuve n'a été retrouvée. Peu de temps après, des équipes de plongeurs ont été mobilisées pour fouiller la baie de commencement, mais là encore, les recherches se sont révélées infructueuses. À cette époque, des voisins ont déclaré à la police qu'ils avaient parfois vu quelqu'un regarder par les fenêtres de la maison des Burr, mais ils n'ont pas pu fournir de description utile. Rien que pendant les 12 premiers jours, plus de 1500 personnes ont été interrogées en lien avec la disparition, y compris plusieurs suspects potentiels. Les enquêteurs étaient convaincus qu'Anne-Marie avait été emmenée par quelqu'un qu'elle connaissait, puisqu'elle ne semblait pas s'être débattue, mais ils ont également veillé à examiner la possibilité que des délinquants sexuels de la région puissent être responsables. Le premier suspect potentiel de ce type était Hugh Morse, un homme de 31 ans que l'on pensait lié au meurtre de Kenty Rogers, une fillette de 9 ans, en 1959. Morse était un tueur en série condamné avec un long casier judiciaire, qui a été définitivement incarcéré en 1961 après une série de crimes qui a duré 10 ans. Au cours de ces 10 années, il a été emprisonné pour de multiples crimes, dont le viol, le cambriolage, l'agression et l'attentat à la pudeur sur mineurs. Il a ensuite été écarté dans l'affaire de la mort de Kenty Rogers grâce à l'acide désoxyribonucléique, mais il ne semble pas qu'il ait jamais été définitivement écarté dans l'affaire d'Anne-Marie. Un autre suspect était un adolescent local, Robert Bruzes, âgé de 15 ans, qui entretenait une bonne relation avec Anne-Marie et il l'appelait apparemment « ma fille », tandis que la fillette de 8 ans le surnommait « Loverboy ». Bien qu'aucune preuve n'ait pu relier Bruzes à l'affaire, il a échoué à son premier test au détecteur de mensonges, ce qui a suscité certains soupçons. Il a affirmé que c'était à cause de ses nerfs et a réussi un second test en 1964. Les enquêteurs ont tenté de relier Ralph Everett Larkey à l'affaire, mais il s'est suicidé avant de pouvoir être appréhendé par les enquêteurs. Larkey était également suspecté dans une autre affaire d'enlèvement. Après la disparition d'Anne-Marie, sa famille a reçu une demande de rançon, mais la police a pu retrouver l'homme qui l'avait envoyé et il s'est avéré qu'il n'était pas du tout impliqué dans l'affaire. Il a ensuite été inculpé pour trouble à l'ordre public. La principale raison pour laquelle l'affaire d'Anne-Marie est si tristement célèbre, c'est que le suspect le plus notable dans son dossier est le célèbre tueur en série Ted Bundy. Après l'arrestation de Bundy en 1978, les enquêteurs se sont penchés sur lui en lien avec la disparition de la fillette de 8 ans. De nombreuses personnes, les médias et les enquêteurs amateurs sur Internet, se demandant si elle avait été ou non sa première véritable victime. Bundy vivait à Tacoma lorsqu'il avait 14 ans et travaillait comme livreur de journaux dans le quartier d'Anne-Marie en 1961. De plus, il avait un grand-oncle qu'il rendait souvent visite et qui enseignait dans une université dont le campus se trouvait à seulement quelques pâtés de maison de la résidence des Burr. L'empreinte de chaussures taille 36 laissée sur les lieux de la disparition aurait été compatible avec Bundy en tant qu'adolescent auteur des faits.
Interrogé sur l'affaire, Bundy a refusé d'avouer. Il a nié aux forces de l'ordre avoir fait du mal à une fillette, bien qu'il ait tristement tué Kimberly Leach, 12 ans juste avant son arrestation. Une autre décennie plus tard, en 1987, Bundy a confié à l'auteur Robert D. Keppel qu'il y avait certaines affaires dont il ne parlerait jamais, car il les avait commises trop près de chez lui, trop près de sa famille, ou qu'elles impliquaient des victimes très jeunes. Il a été souligné que l'affaire d'Anne-Marie correspond parfaitement à ces trois catégories. Les parents d'Anne-Marie ont affirmé ne jamais avoir rencontré Bundy, tout comme leur fille. Néanmoins, Rebecca Morris, journaliste et auteure spécialisée dans les affaires criminelles, affirme que ses recherches et sources indiquent que les deux individus se connaissaient bel et bien. Citation : Anne aimait suivre Ted lorsqu'il préparait ses journaux pour la livraison l'après-midi. Morris a également noté que Bundy a raconté une histoire étrange aux enquêteurs peu de temps avant son exécution. Citation : en parlant à la troisième personne, hypothétiquement, il a essentiellement raconté l'histoire d'un crime très ancien où il a emmené une jeune fille hors d'une maison, l'a agressée sexuellement dans le verger d'à côté. Il est à noter que Anne-Marie et sa famille vivaient à côté d'un verger. Bundy a conclu son histoire hypothétique en déclarant qu'il avait jeté la fille tard dans un fossé profond et avait observé pendant que sa famille et la police la cherchaient. Cependant, il a été avancé que Bundy aimait jouer avec les enquêteurs et n'avait pas tendance à dire la vérité, ce qui a amené certains à penser qu'il se contentait de manipuler les autorités et les proches d'Anne-Marie. Les parents d'Anne-Marie, quant à eux, ont déclaré aux médias qu'ils pensaient que les restes de leur fille avaient été enterrés sur le campus de l'Université de Provence-Sud car des travaux de construction y étaient en cours au moment de sa disparition. Beverly Burr a contacté Bundy après son arrestation, mais il a nié toute implication et s'est décrit comme un garçon normal de 14 ans à l'époque. Beverly a ajouté que Bundy évitait souvent les questions directes. En 2011, l'acide désoxyribonucléique de Bundy a été comparé à celui des preuves trouvées au domicile des Burr, mais un profil acide désoxyribonucléique complet n'a pas pu être extrait de ces preuves et cela n'a donc pas permis de le relier à la scène du crime. L'affaire d'Anne-Marie Burr n'est toujours pas résolue. LH a été vue pour la dernière fois dans la nuit du 30 août 1961 au domicile de ses parents à Tacoma, dans l'État de Washington alors qu'elle n'avait que 8 ans. Elle s'est décrite comme une fille blanche aux cheveux blonds et aux yeux noisettes. Au moment de sa disparition, elle mesurait 1,27 m et portait une chemise de nuit bleue jusqu'aux chevilles, ornée de fleurs blanches et bleues. Elle portait également un bracelet d'identité en argent et un collier avec une médaille représentant la Vierge et l'enfant. Anne-Marie a des marques rouges sur la main gauche et des ongles déformés à cause d'une infection fongique. Si elle est toujours en vie, elle aura 72 ans. Son père et sa mère sont décédés en 2003 et en 2008 respectivement, mais ses frères et sœurs sont toujours en vie et espèrent trouver des réponses. Si vous avez des informations concernant la disparition d'Anne-Marie, vous pouvez contacter le département de police de Tacoma au 253 798 4721 ou Crime Stopper USA au 1800 222 8477. Et voilà les faits. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos théories et spéculations personnelles. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.